Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo box anglaise sur Fight Minds. Vous commencez à connaître la chanson, vous commencez à connaître nos tronches, vous commencez à nous voir plusieurs fois par semaine. Merci à tous pour votre fidélité, votre gentillesse, on adore. Aujourd'hui, cette semaine, énorme carte. C'est un peu, je vais pas vous mentir, ce qu'on se disait en off, notre UFC 300 à nous, les fans de boxe. Énorme combat, c'est le 5 versus 5, Matchroom versus Queensberry. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. On va commencer par ça et après on va vous décrypter la carte avec mon compère de toujours, Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, super grosse carte ce week-end. On va vraiment, les fans de sport de combat, anglaise, MMA, même pied-point, il y a vraiment de quoi s'amuser cette semaine, donc ça va être top. C'est vrai qu'il y a du Bon. MMA cette semaine, il y a l'UFC 302, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Donc là, en sachant que la carte 5 versus 5 dont on vous parle, c'est une carte qui aura lieu aux horaires saoudiens, donc aux horaires européens relativement. C'est-à-dire c'est une carte qui se finit à minuit et demi, quelque chose comme ça. Donc Minuit et là, demi, 1h30 au plus tard. Donc là, c'est vous enchaînez avec la carte préliminaire de l'UFC 302. c'est Va royal, falloir préparer du café ou des boissons des boissons, énergisantes c'est ça. sans sucre, n'est-ce pas? Mais va falloir taffer pour se préparer. Va falloir préparer les ailes de poulet et les pizzas. Mais il y a une énorme soirée en perspective. Je vous explique très rapidement pourquoi c'est important cette carte qui suit un peu ce qui s'est passé avec Fury Usyk. Pourquoi l'importance historique de ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Alors, en gros, c'est une carte qui fait s'affronter deux promoteurs. L'UFC, voilà, j'allais faire une comparaison à la con, et du coup, je me suis grillé des cartouches. Matchroom contre Queensberry, donc c'est les deux plus gros promoteurs anglais, et c'est deux des quatre plus gros promoteurs du monde en boxe, qui sont représentés donc d'un côté par Eddie Hearn, et de l'autre côté par Frank Warren. Frank Warren, Queensberry, Eddie Hearn, Matchroom. Ouais. C'est pour effectivement, et donc c'est pour ça que j'ai cité le nom de l'UFC. Pour nos amis fans de MMA, c'est l'équivalent d'un UFC versus PFL, pour faire très simpliste, mais c'est un peu cet équivalent-là de dire j'envoie mes 5 meilleurs, t'envoies tes 5 meilleurs. Et ce serait en MMA d'une importance historique que l'UFC accepte une copromotion. Là, dans notre cas à nous, c'est tout aussi historique parce que Eddie Hearn et Frank Warren se détestaient viscéralement il y a encore moins d'un an. On les avait jamais vus dans la même pièce, on les avait jamais vus s'adresser la parole autre que par micro interposé, on les avait jamais vus se serrer la main, on les avait vus, si vous voulez, il y a un historique. Frank Warren, donc ça fait un petit moment qu'il est dans le business maintenant, et Frank Warren, dans les années 80, il s'est associé avec le père de Eddie Hearn Oui. euh, pour vendre des tables de billard. Voilà, bon, demandez pas. C'était l'époque où le billard explosait, particulièrement en Europe et en Angleterre. Donc, ils ont vu un business juteux là-dedans. Ils se sont dit, on s'associe, on vend des tables de billard. Puis finalement, Frank Warren se dit, moi, j'aimerais bien retourner un peu à la boxe parce que ça manque, parce que c'est vrai qu'il y avait du pognon. Et puis, je pense que Frank Warren est un vrai fan de boxe. Donc, il est retourné à la boxe. Ils ont séparé un peu leur chemin avec le père Hearn, et en fait, finalement, Hearn décide de se mettre dans la boxe. Ils font de Matchroom, il essaie de se mettre dans la boxe, il signe à droite, à gauche des très gros noms. On a notamment Ben contre Eubank, qui est un des plus gros combats de l'histoire sur le sol anglais. C'était Ouais. justement Matchroom versus Queensberry à l'époque. Oui. On a vraiment un historique de compétitivité, de concurrence, c'est-à-dire Matchroom va essayer d'aller chercher les boxeurs chez Queensberry, qui à l'époque a un peu un monopole en Angleterre, qui a un peu tous les boxeurs dans son écurie. Matchroom va essayer d'aller chercher certains boxeurs en leur proposant des contrats plus avantageux, en leur proposant des chances au titre plus rapides, etc. Donc Frank Warren se retrouve même à porter plainte pour prise illégale d'intérêt, enfin ça devient très compliqué, pour concurrence déloyale. Frank Warren se fait tirer dessus. Personne n'a jamais su qui lui avait tiré dessus, donc il y a eu beaucoup de spéculations dans la presse à l'époque. Je vous invite à faire des recherches si ça vous intéresse. Il y a eu beaucoup de spéculations comme quoi c'était commandité par Hearn et Matchroom. C'était vraiment une rivalité qui était publique, qui était bien renseignée et que tout le monde connaissait dans le monde du sport. Oui. Finalement, le père Hearn décide d'aller vers le foot. Donc Matchroom devient une grosse agence com slash production, etc. Les agents, vous savez, qui négocient les contrats et tout, dans le foot, et s'écarte un petit peu de la boxe.
jusqu'à l'arrivée d'Eddie Hearn, le fils donc, qui est lui très fan de boxe depuis toujours et qui à la fin des années 2000 reprend le flambeau de Matchroom Boxing. Et là, il décide d'y aller à fond la caisse. Donc là, on parle de deux milliardaires qui se battent. C'est-à-dire Eddie Hearn, il est né milliardaire, il avait un budget absolument faramineux et surtout, il avait une vision et il avait des ambitions. Et Eddie Hearn, plus jeune, donc plus adapté au nouveau monde, aux réseaux sociaux et tout, quand Frank Warren essayait par exemple de lancer sa propre chaîne télé à péage, Box Nation, ça s'appelait, Oui. lui, Eddie Hearn, était vachement plus dans l'ère digitale, dans l'ère numérique, et donc ça a fait que Eddie Hearn a commencé petit à petit à grappiller du terrain sur Frank Warren. Frank Warren voyait un peu la sauce venir, sauf qu'il s'attendait pas à un truc énorme, c'était la signature d'Anthony Joshua. Anthony Joshua, juste après sa médaille d'or olympique, signe avec Matchroom. Eddie Hearn arrive à le convaincre qu'il a une vision, qu'il faut pas qu'il aille chez Frank Warren, parce qu'évidemment Frank Warren a aussi essayé d'avoir Anthony Joshua. Finalement, Eddie Hearn arrive à avoir Anthony Joshua. Anthony Joshua devient une méga star. Eddie Hearn fait honnêtement un boulot extraordinaire sur la promotion d'Anthony Joshua. Ils choisissent les bons combats. Ils arrivent à l'amener rapidement vers un titre. Il combat en 2017, il combat dans un stade à Wembley contre Klitschko. Avant ça, il y a la rivalité avec Dillian Whyte qui est devenue légendaire. Tout est fait à la perfection. Et donc, Matchroom devient la grosse écurie dans laquelle il faut être parce que l'aura d'Anthony Joshua rejaillit sur tous les autres combattants et surtout ça montre qu'ils savent faire leur taf et donc ça devient une magnifique vitrine pour Matchroom. Donc là, il y a vraiment la guerre commence à être perdue pour Frank Warren et en 2015, Tyson Fury donc bat Klitschko pendant que AJ affronte Dillian Whyte dans ce match complètement fou à l'O2 Arena et Fury disparaît des écrans radars. À l'époque, il est promu par Top Rank. Il disparaît des écrans radars. Et en 2017, fin 2016, il veut revenir, Fury. Il commence à parler du fait qu'il veut revenir. Donc, il rencontre des promoteurs. Et il rencontre Eddie Hearn, en premier, qui à la base voulait signer Tyson Fury. Il rencontre Tyson Fury. Tyson Fury fait pas loin de 200 kilos à ce moment-là. Ouais. Il a les yeux tout rouges, il a la voix défoncée par l'alcool et la cocaïne. Il est pas... Donc Eddie Hearn se dit non, c'est mort. Je fais pas ce pari-là. Il reviendra jamais. Je vais détruire mon image. Je continue à me concentrer sur Anthony Joshua. C'est lui le futur de la catégorie. Tyson, c'est mort. Parce qu'en espérant, l'idée dans la première idée de cette rencontre, c'était de dire si Tyson Fury revient, on pourra faire un méga fight contre Anthony Joshua. Oui. Parce que quand tu es chez le même promoteur, c'est beaucoup plus facile de faire un combat. Et par contre, Frank Warren rencontre aussi Tyson Fury et Frank Warren y croit. Il y croit dur comme fer. Il se dit il va revenir, ce mec, je le vois dans ses yeux. J'ai une confiance aveugle en ce qu'il va faire dans le futur. Ça va être incroyable. Frank Warren signe Tyson Fury chez Queensberry. La suite appartient à l'histoire. Tyson Fury devient, je sais pas s'il devient une plus grande star qu'Anthony Joshua, mais il y a quand même des trilogies légendaires. Là, c'est Tyson Fury qui a combattu pour le titre incontesté et c'est pas Anthony Joshua. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et en fait, Anthony Joshua perd les titres en parallèle contre Andy Ruiz, puis les regagne, mais il perd son aura, on va pas se mentir. Ensuite, il perd les titres contre Alexander Usyk, pendant que Tyson Fury continue, lui, d'exploser et continue sur sa pente ascendante, d'être invaincu, d'être le champion linéaire, d'être considéré pendant longtemps, même juste avant sa défaite contre Usyk, comme le patron de la catégorie. Et donc, Queensberry a regagné un peu, si vous voulez, la bataille, entre gros guillemets, mais repassé devant, au moins dans la catégorie poids lourd. Les lourds, ouais. Et donc, il y a donc, vous comprenez un peu mieux, j'espère, cette rivalité, voire cette haine viscérale. Et en fait, Turquie, l'homme en charge, le ministre des Sports, si vous voulez, saoudien, a voulu les mettre autour d'une table, les faire régler leurs différends, à coup de chèque, évidemment, parce qu'il n'y a que l'argent qui compte dans ces milieux-là, pour enfin qu'il y ait une entente entre les deux plus grandes promotions britanniques et deux des plus grandes du monde, et qu'on ait enfin des vrais combats faciles à faire. Vous voyez que Fury, Joshua, ça s'est pas fait, c'était aussi parce qu'ils étaient chez deux promoteurs très rivaux, qui du coup, enfin les négociations étaient infectes entre... C'était pas Frank Warren qui négociait avec Eddie Hearn, c'était George Warren, le fils de Frank Warren, parce que Frank Warren et Eddie Hearn ne pouvaient pas être assis dans la même pièce. Donc, c'était pas possible des négociations dans ce contexte-là, en plus de l'ego des boxeurs et des demandes faramineuses qu'ils ont, c'était pas possible de toute façon. Et là, il les a assis autour d'une table. On ne sait pas ce qui s'est dit autour de cette table, mais ils ont réussi à régler leurs différends. Il a payé ce qu'il fallait payer. Aujourd'hui, on a enfin
Eddie Hearn et Frank Warren qui se serrent la main, qui font des vidéos ensemble, qui ont l'air de vraiment se taper des barres. Pour l'avoir vu moi en direct à Riyad pour le Fury Usyk, je les ai vus en off, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien, ils se tapaient des barres, ils se tapaient dans le dos, enfin ils ont l'air Ouais, l'âge de guerre a été enterré, quoi. Voilà, l'âge de guerre est enterré et en fait tu sens que finalement maintenant ils s'entendent bien s'ils mettent de côté toute la rivalité et tout l'ego qu'ils avaient là-dessus. Et ils se sont rendus compte aussi que maintenant s'ils travaillaient main dans la main, il y avait encore plus d'oseille à se faire. C'était aussi positif pour les boxeurs, évidemment, pour leur écurie. Je pense que ça fait grandement partie du renouveau de la boxe en Arabie Saoudite. C'est cette entente nouvelle entre Eddie Hearn et Frank Warren. Donc je suis désolé, j'ai fait 10 minutes là-dessus, mais je pense que c'était ultra important parce que c'est grâce à ça qu'on a les combats qu'on a aujourd'hui en Arabie Saoudite, parce que ils ont réussi à réunir tout le monde. Et vous remarquerez que toutes les cartes en Arabie Saoudite, il y a des boxeurs de Warren, il y a des boxeurs de Hearn, il y a des boxeurs des deux écuries de Top Rank, évidemment, Bob Arum. Par contre, il n'y a pas de boxeur d'Oscar De La Hoya, par exemple, parce qu'Oscar De La Hoya a dit qu'il détestait le concept d'aller combattre en Arabie Saoudite. Donc, vous verrez pas de boxeur de Golden Boy sur les cartes saoudiennes pour l'instant. Et parce qu'il y a eu un bif entre les deux, pour l'instant, entre Turquie et Oscar De La Hoya. Donc, si on voit autant de belles cartes en Arabie Saoudite et si on commence à voir des boxeurs extraordinaires qui s'affrontent entre eux et que les meilleurs s'affrontent entre eux, c'est grâce à cette entente entre les deux plus gros promoteurs actuels, et ceux qu'on le vend en poupe et ceux qui sont les plus incarnés, on va dire, parce que Bob Arum est un peu vieux et Oscar De La Hoya, c'est vraiment aux États-Unis. En Europe, nous, on connaît mieux Frank Warren, Eddie Hearn. Eddie Hearn est d'ailleurs le promoteur de Souleymane Sissoko, notamment, qui est chez Matchroom Boxing, notre Français, notre Souley national. Donc voilà, ça c'était pour faire un récap rapide. Je vous laisse tranquille avec ça. Maintenant, on va pouvoir parler de la carte à proprement parler, qui est fantastique. Vraiment, je pèse mes mots. Si, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais là, je vous le redis, et là, par contre, c'est presque un ordre. Si vous n'avez jamais regardé de carte de boxe en entier, commencez samedi là, vraiment, parce que il y a aucun combat qui va vous décevoir, aucun. On est honnête, hein. Par exemple, la semaine dernière, lorsqu'il y avait des événements qui étaient un peu plus mineurs ou seulement le main event qui était intéressant, on vous disait qu'on a tendance à vous, dans les émissions qu'on vous a fait depuis le début, on vous donnait en plus du main event un ou deux combattants à suivre. Là, en fait, c'est une carte XXL et il faut vraiment, à notre sens, tout regarder. C'est pas parce qu'il n'y a pas de ceinture en jeu qu'il n'y a pas forcément d'enjeu. C'est souvent des combattants qui sont très bien classés et qui sont à 2 doigts de devenir champions, ou des combattants qui sont en train de tout arracher sur leur passage. Donc, c'est vraiment une carte super intéressante, très variée, avec beaucoup de combats dans beaucoup de catégories et 2 chocs chez les poids lourds. Mais ça, on en parlera, ce sera vraiment sur la fin de la carte. Oui. Oui, et il y a 2 combats importants pour la suite et qui sont évidemment aussi importants politiquement. Vous commencez à connaître la boxe, on n'en peut plus. D'ailleurs, la vidéo arrive très vite, la vidéo explicative. Là, c'est sûr et certain, le script est quasiment fini. Le tournage, là, cette semaine, le tournage, le script, tout est plié. Ça part en montage semaine pro, je pense, et donc ça sortira très vite. Et je pense que vous n'allez pas être déçus parce qu'on vous a préparé une vidéo dinguerie. Beaucoup plus complète, beaucoup plus intelligible que ce que je pensais qu'on réussirait à faire. Donc ça va être, vous me direz, écoutez, j'espère que ça vous plaira. On commence la carte, on va faire dans l'ordre ascendant, c'est-à-dire on va commencer par le combat d'ouverture de la carte pour aller tranquillement vers le main event. Okay. Et on vous expliquera aussi, enfin d'ailleurs je vais vous expliquer tout de suite, c'est un concours, c'est-à-dire c'est un 5 versus 5, il y a une équipe qui gagnera à la fin. Ce qui est assez marrant, je trouve, comme concept. J'aime bien l'idée, ça fait un peu manga. On dirait un peu coq de combat des Chunin ou un truc du genre. Ouais, j'aime bien. Chaque combattant gagne 1 point quand il remporte un combat. 2 points pour un KO. Pas de points pour un match nul. Et si un des capitaines d'équipe gagne, ça double ses points. Voilà, donc il y a une stratégie aussi sur le choix des capitaines, d'un côté comme de l'autre, puisque tu as envie de choisir un mec, soit que tu es sûr qu'il va gagner, comme ça tu t'assures 2 points, parce que c'est difficile sur cette carte qui est très 50-50, soit tu choisis le mec qui va mettre le KO. Donc Eddie Hearn a choisi Wilder comme capitaine de son équipe, ça aussi on en parlera quand on arrivera, parce que Eddie Hearn et Wilder qui travaillent ensemble, c'est une dinguerie. L'argent saoudien fait des miracles, vraiment. Et Frank Warren a choisi Shiraz, donc parce que je pense qu'il est assez certain de la victoire de Shiraz contre Williams.
et d'une victoire par KO aussi, mais ça on en reparlera. Ouais. Donc ça c'était pour les règles. On commence donc avec le premier combat d'ouverture de carte, Hutchinson contre Richards. Ouais, un choc Hutchinson, britannique, ouais. le Choc britannique dans britannique, la catégorie des poids lourds légers. c'est Et lourd donc, c'est léger. des combattants qui sont vraiment très bien rankés dans leur, à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Donc là, pour lancer la carte, on démarre avec des combattants qui sont assez explosifs, assez dangereux. Hutchinson, il faut savoir, hein, sa seule défaite, c'était contre Lennox Clark, c'était il y a plusieurs années maintenant, donc ça reste du très sérieux. Mais c'est un combattant qui a un très haut taux de KO. Oui. Dernière victoire assez récente aussi, il a combattu en mars sans trop de difficultés, il a remporté le combat assez rapidement. À la deuxième reprise, je revérifie. Ouais, TKO Ouais, c'est round ça. 2. C'était Et round donc 2. voilà, face à lui, il a Richards, donc Craig Richards, un combattant aussi ultra explosif, qui a Mm. un peu plus d'expérience, mais qui est capable, lui, de son côté, de mettre pas mal de KO également. 3 défaites de son côté, dont une contre Dimitri Bivol. Qui a fait Donc, un faut très savoir, beau hein. combat contre Bivol en plus. Il Ah, avait c'est fait un ça, une combat belle guerre et ils magnifique sont contre allés Bivol. jusqu'au bout. Après, Ouais. il a été dominé quand même pendant la majorité du combat, mais en tout cas, il a pas démérité. Non, 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 C'est un c'était un beau combattant combat. vraiment expérimenté, bientôt plus de 34-35 ans, donc c'est un combattant Mm, mm. qui a vraiment pas mal d'expérience et qui est capable aussi de poser du souci au jeune Hutchinson. Donc ça va être pour relancer la carte, je pense que ça peut être un beau choc et Ouais. vraiment annoncer la couleur du choc entre deux Britanniques et ça va être une belle opposition, je pense. Ouais, et puis ce qui est intéressant sur cette carte aussi, c'est que c'est y a pas c'est pas une carte qui sert à construire des profils. C'est-à-dire, il n'y a pas de boxeur, on lui met un mec qui est pas à son niveau, Que comme des ça on chocs. continue à. En fait, ils veulent gagner chacun, et donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ils ont choisi chacun 2 catégories, Frank Warren et Eddie Hearn. Et Turquie a choisi la catégorie du main event, donc poids lourd. Et du coup, ils veulent gagner en fait ce truc parce que c'est aussi un combat d'ego malgré tout. Il y a de l'argent à gagner. Hein. L'équipe qui gagne une prime de Turquie. Donc il y a quand même c'est pas il va pas y avoir de mismatch. Voilà, ils Ouais. vont mettre le meilleur combattant qu'ils ont dans cette catégorie-là, qui est pas champion ou qui combat pas actuellement pour un titre. Donc ils vont mettre que des vrais challengers. Et Oui. effectivement, Hutchinson qui a effectivement 13 KO pour 17 victoires, donc oui, beau taux de KO, qui a moins connu de vraie adversité pour l'instant. C'est son Ouais. premier vrai gros combat contre un mec Bah, ultra solide de l'élite. c'est vrai qu'il est assez jeune, hein, il a 25 ans, mais C'est il a ça, fait pas il a mal de 25 ans. combats nationaux. Il a fait pas mal de combats Oui, tout nationaux. à Il fait. combattait seulement des Britanniques et il a combattu une Mm. fois en France. Sinon, Oui. il a pas beaucoup boxé en dehors Bah, c'est vrai de. que Richard, tu regardes ses derniers adversaires, bon, bah, il y a Bivol, il y a Buatsi, enfin, c'est vrai que Richard, c'est solide. Ça a combattu du coup pour un titre contre Bivol. Contre Bivol, le combat était quand même assez serré. Il y a une carte qui est scandaleuse, qui est à 118-110, mais le combat était quand même globalement assez serré. C'est un des mecs qui a donné le plus d'adversité à Bivol en combat pour le titre. C'est un des mecs qui a le plus bousculé Bivol. Il a beaucoup plus bousculé Bivol, par exemple, que Canelo. Je vous donne, Oui, voilà. C'était un vrai combat disputé. Richards. Vraiment beau combattant, 34 ans, donc c'est un peu la jeunesse contre l'expérience, comme tu disais. Moi, si je devais me mouiller, enfin, de toute façon, on va se mouiller, il faut se mouiller. je dirais Richards quand même à la décision. Ouais, je pense aussi Richards, peut-être pas forcément par KO, effectivement, mais un Richards qui va réussir à surclasser éventuellement son adversaire, Hutchinson, qui manque peut-être Ouais, d'expérience, qui a aussi le knockout power, comme on dit, parce qu'il a oui, oui, enchaîné oui. quand même plusieurs KO sur ses 5 ou 6 derniers combats. Toutes ses victoires, c'est par KO. Ouais, Mais tout à bon, fait. après, Mais ça il a va une être. défaite par KO aussi, donc c'est vrai que Ouais, sa seule défaite, elle est par KO. C'est vrai que bon, enfin, c'est allé sur arrêt d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai que c'est un combat qui va être intéressant. C'est 2 styles assez différents en plus. Mais je pense que Richards va quand même réussir à tirer son épingle du jeu parce que vieux briscard, ouais. son combat contre Buatsi était exceptionnel. Moi, j'avais adoré ce combat. Enfin, très très fan de Richards et j'espère qu'on va juste voir un beau combat après. Évidemment que le Oui. meilleur gagne comme d'habitude. Mais si vous voulez vous connecter, je pense que ça c'est un combat à mon avis qui aura lieu à 18h, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous connecter parce que dès le début, parce que ça va être un combat vraiment disputé et c'est Oui, deux Richards avec une victoire, il repart dans la catégorie des prétendants petit à petit. En attendant, on vous en parlera avec le Bivol en tête d'affiche, mais qui repart vers potentiellement un combat pour le titre si Beterbiev venait à battre Bivol. Et ouais, Hutchinson, s'il gagne, bah, il commence à accrocher des vrais noms et il commence à monter de classement, donc forcément, toujours intéressant pour lui, quoi. ouais. Ensuite, nous passons à
Shiraz contre Williams. Là, pareil. Hein. Attention les yeux, combat d'invaincu déjà. Combat d'invaincus, opposition droitier-gaucher, entre deux combattants qui sont vraiment jeunes et qui sont pas au début de leur carrière parce qu'ils ont quand même, ils approchent les deux la vingtaine de combats. Shiraz qui a son 20e combat et Williams a son 17e. Donc ce sont des combattants qui sont expérimentés, mais ce sont des combattants qui doivent du coup flirter vers et monter dans les classements pour pouvoir ensuite essayer d'avoir une chance pour le titre. Donc là, être sur une carte saoudienne, ce sera la première pour les deux. Ils ont toujours combattu en général dans leur pays d'origine, donc aux États-Unis pour Williams et en Angleterre pour Shiraz. Donc ce sont des combattants qui ont là l'opportunité de faire un combat dans une structure, dans un événement international. Des combattants qui ont vraiment du feu dans les poings avec un gros taux de KO pour les deux, spécifiquement pour Shiraz. Et donc ça va être une belle opposition. Pour le coup, gros avantage d'allonge de la part de Williams, donc ça va être aussi l'un de ses jeux. J'ai pu voir quelques extraits de ses combats. C'est un combattant justement qui est assez à l'aise en termes de jeu de jambes. Il est capable de bien gérer la distance. Donc ça va être assez compliqué pour Shiraz qui lui met la pression de ce que j'ai vu de ses précédents combats et de ses précédentes oppositions. Donc ça va être un match-up intéressant et donc curieux de voir parce que comme tu disais, c'est Shiraz qui est sur lequel on a misé pour le knockout de la soirée en tout cas, donc ça va être intéressant de voir. Moi je pense que Shiraz, moi je dis Shiraz par KO. Pareil. Excellent combattant, pas encore un combattant confirmé entre guillemets, on n'est pas non plus dans le prospect, mais on est dans le combattant avec vraiment beaucoup d'avenir et qui est quand même haut dans les classements. On est chez les poids moyens, qui est quand même haut dans les classements. C'est un combattant hyper intéressant qui est très grand pour la catégorie aussi. Donc ça lui servira obligatoirement à un moment ou un autre. Et c'est une catégorie où honnêtement, il y a de la place quand même. Il y a quand même de la place. Ceux qui sont plus hauts, donc on pense à Charlot, on pense à Eubanks Jr., Lara, sont des combattants qui sont moins actifs. En tout cas, qui combattent pas. Et voir des gars comme Charlot et tout, enfin, ils perdent les ceintures leur sont retirées parce qu'ils sont pas actifs. Enfin, il n'y a pas vraiment de frayeur dans cette catégorie entre guillemets. Enfin, pour moi, du moins. Dans le haut du classement, en tout cas. Mais après, dans le haut du classement. C'est une catégorie qui est un peu bouchée. Comme Liam Smith, peut-être. Justement, ceux qui sont tout en haut, ils combattent pas ou c'est assez compliqué. Non, c'est ça. Donc, c'est pas une catégorie qui est en plein essor, on va pas se mentir. La grosse catégorie, en fait, c'est pas les moyens, c'est les super moyens. Puisque c'est la catégorie de Canelo, notamment, et de Christian Billy. Mais de Caleb Plant, enfin, on va pas les reciter, mais Munguia, etc. Et les moyens, c'est un peu délaissé du coup derrière. Voilà, faut être tout un peu à fait bouché, mais je pense que justement ça laisse la place à Shiraz parce qu'on est sur une bonne série, presque une dizaine de KO consécutifs. Ouais, mais il a ce qu'il faut, il a ce qu'il faut pour aller loin. Et très souvent en début de combat parce qu'il est assez agressif. Après, face à lui, comme je te disais, il a Austin Williams qui a un excellent jeu de jambes, qui a une super défense. Et qui est gaucher, c'est toujours pareil, c'est toujours un problème en boxe d'affronter un gaucher, donc on sait jamais. Puis c'est un gaucher, donc ça va forcément faire une opposition en open stance, donc en garde en garde ouverte, ce qui va occasionner d'autres, on va dire, d'autres angles, un match-up un peu différent. Donc ça va être aussi un challenge pour Shiraz. Mais effectivement, on peut pencher vers le KO en sa faveur. Pourquoi pas dans la Franck Warren le pense du coup puisqu'il est choisi en tant que capitaine. Donc je suis d'accord. Avec lui qu'il a parié. Enfin, lui, il est sûr Shiraz, voilà. Shiraz, c'est le capitaine de l'équipe Warren, côté Frank Warren, donc côté Queensberry. Donc bon. Il est plutôt sûr que voilà. Donc ensuite on a alors Nick Ball versus Raymond Ford. Ray Ford qui a un joyau. Même Nick Ball aussi, mais Ray Ford un joyau. Là, c'est extraordinaire. Et dont le dernier combat, je pense qu'on pourrait faire une adaptation. Ça ferait une bonne suite à Rocky ou un bon spin-off. C'est clair. Son combat contre Otabek Rolmatov, donc c'est pour la ceinture vacante des poids plumes WBO. T'as Rolmatov, un combattant ultra agressif qui du début à la fin du combat ne lâche pas la pression. À beaucoup de phases du combat, il parvient même à un peu chambouler Raymond Ford. Il lui fait une ouverture énorme sous la pommette, énorme, genre qui est plus longue que son œil. On se dit que c'est très très compliqué. On est au 12e round puisque c'est un combat pour le titre. Championnat dernier round, il reste quelques secondes. Ford est derrière au point chez deux juges, donc 106-103 chez deux juges. Et dans les dernières secondes, il donne avec l'énergie du désespoir, il met un KO, un TKO en tout cas
magnifique, spectaculaire sur son adversaire et il remporte la ceinture. Et ce qui est encore plus beau derrière, c'est la séquence du coup un peu l'interview Ouais. post-fight où tu le vois fondre en larmes, il comprend pas en fait, Non, il comprend pas, c'est il est exactement ça. ultra ému. Donc c'est un combattant déjà stylistiquement qui est super agréable à voir, qui met beaucoup de volume. On en parlait, un combattant Oui, gaucher américain avec une bonne défense, oui, bonne gestion du contre. Là, on a vu les limites de son style dans ce combat-là, parce que même s'il est invaincu, c'est pas forcément, c'est le combat sur lequel il a vraiment eu beaucoup de difficultés. ouais, Et on a vu les limites face à une sorte de rouleau compresseur, ça va être ouais. compliqué. Et c'est typiquement le style Le de style de Nick Nick Ball, Ball. Bah tu ouais. vois. Donc en fait, pour faire une transition sur Nick Ball aussi, c'est un combattant ultra dangereux, très expérimenté aussi, 19 victoires, 11 KO. Donc c'est un combattant qui a déjà combattu aussi dans des aussi grosses promotions. C'est pas son Mm, premier combat à Riyad, c'est le deuxième. ouais, Il avait affronté Vargas et on en avait parlé en off. Tu me disais que ouais, c'était un fight que moi j'ai pas pu voir, ouais. mais qui a fini en split draw. Donc je pense que c'était Ouais, un peu spécial quoi. il s'est un peu fait voler. Moi, je, bon, enfin, bon, Ok, moi j'ai pas vu ce fight-là, je l'avais pas vu, mais de ce que je connaissais, j'avais vu d'autres combats où en fait, effectivement, on voyait un style plutôt agressif. Et donc là, ça va être une belle opposition de style entre deux combattants jeunes qui ont vraiment tout pour eux et qui peuvent, qui flirtent déjà avec les plus hauts combattants de leur classement. Donc, ouais, puis et Ball, pareil, en dans fait, cette Ball est très catégorie, il y petit. a de la place hein, chez les poids plumes. Oui, Il y a de chez la les plumes, il y a de la place. En fait, Ball est très petit, il fait 1m57 et du coup, ça l'oblige à rentrer tout le temps dans la garde de l'adversaire. Donc, ça l'oblige à être agressif. Il peut pas, il y a aucun monde où il peut boxer en reculant. Nick Ball, ça Ouais. n'existe pas puisqu'il est trop petit pour Et boxer en Vargas, il fait reculant. 1m80. Non, 1m72, il est 72, énorme. ouais. Donc, il y a quand même, il y a non, 12 centimètres d'écart, je crois. Attends, je dis une bêtise. Non, 13. il y a 15 centimètres d'écart 15, entre les pardon. deux. Ouais. Du coup, 15 centimètres d'écart, ça commence à être pas mal. C'est à peu près la différence entre Fury et Usyk. Voilà, pour vous faire. Enfin, c'est même tout à fait la différence, 15 centimètres entre Fury et Usyk. Donc, vous voyez comme ça s'est déroulé pour Fury Usyk. Usyk était obligé de tout le temps aller tout droit et de rentrer dans la garde et de bouger la tête. Bon, bah, c'est ce que fait Nick Ball contre tous ses adversaires. Contre Vargas, c'était encore pire, hein, parce que contre Vargas, c'était la plus grande différence de taille de l'histoire dans un combat pour le titre, hors poids lourd. Voilà, donc c'est pas Ouais. compliqué. Il y avait plus de 20 centimètres. Enfin, je sais plus. C'était hallucinant la différence de taille. Je vais vous le dire quand même pour. Je crois que c'était pareil. C'était une quinzaine ou 15 ou 16 centimètres. Donc il y a tout le temps des différences de taille hallucinantes pour Nick Ball. Il a l'habitude maintenant, hein. Ça va être pareil pour le combat contre Ford. Ouais. Ford va rester un peu, enfin, va devoir rester un peu sur son jab pour empêcher Ball de rentrer, et Ball va tout faire pour rentrer. Ça, c'est un peu le classique que vous avez quand vous avez un petit contre un grand. Moi, Nick Ball, petite anecdote, je l'avais vu en combat à Wembley sur la sous-carte de Fury contre White. Et il était pas comme main event, mais le combat juste avant. Donc c'était considéré comme un gros combat. C'était pour la ceinture silver des WBC en plume. Et c'était contre Isaac Lowe. Et Isaac Lowe, si vous connaissez pas, ce qui est probable, c'est un des meilleurs potes de Fury. Donc vous le voyez sur quasiment toutes les cartes de Fury. Enfin, c'est le meilleur pote de Fury d'ailleurs. C'est un de ses cousins éloignés, machin. Et vous le voyez sur toutes les cartes de Fury. Vous le voyez sur beaucoup de stories de Fury aussi. Il vit, je crois, chez les Fury. Vous le voyez souvent s'entraîner avec Tyson, courir avec lui, etc. Il est dans tous les fight camps, tout ça. Et ils avaient choisi Nick Ball à l'époque, qui était un prospect très jeune, qui avait pas de nécessairement, enfin, il avait 24 ans, je crois, qui avait pas nécessairement de grands noms à son palmarès et tout. Et donc, ils l'avaient mis pour continuer de construire le profil d'Isaac Lowe, qu'ils espéraient faire combattre pour un titre un jour. Et Nick Ball avait détruit Isaac Lowe. Et personne s'y attendait dans l'audience, je vous le dis. Donc on était tous très surpris. Et Nick Ball a commencé à marquer un peu les esprits là parce que c'était à Wembley, c'est dans un stade, c'était une grosse soirée boxe, hein. Quand même, c'était Fury White, c'était une énorme soirée. On n'avait pas les cartes, les sous-cartes n'étaient pas aussi belles que ce qu'on a maintenant en Arabie Saoudite, Ouais. mais c'était quand même une belle soirée boxe et ça avait marqué les esprits. Et depuis, Nick Ball, effectivement, c'est tout droit. Pour moi, il devrait être champion du monde. Voilà. Pour moi, je pas peur de le dire. Il aurait dû gagner le titre WBC contre Vargas. Il l'a pas gagné, c'est pas grave. Et c'était un split draw. Bon, bah du coup, Vargas a gardé sa ceinture. Et donc là, il combat contre Ford pour le titre WBA parce que c'est un combat pour le titre. Donc c'est intéressant de savoir que Nick Ball va avoir le droit direct à une autre ceinture. C'est que je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont pensé qu'il aurait dû gagner contre Vargas. Et donc il a une deuxième chance au titre immédiatement après avoir perdu pour la WBC. Là, c'est la WBA en l'occurrence. Mais Nick Ball a sa deuxième chance de devenir champion du monde en 2 combats. Et Donc on ouais, lui ça va être souhaite. une belle opposition, vraiment un super beau combat. Et je pense que
Ce qui va être intéressant, ça va être le challenge de Ball, de rentrer dans la distance de son Ouais, adversaire, de Ford. Et Ford qui a une assez bonne défense. ouais. Et comme on s'était dit, hein, dont on a vu les failles dans l'armure au cours de son précédent combat contre Rolmatov. Mais après Rolmatov, c'était vraiment littéralement une galère Ouais, à ouais, ouais, ouais. affronter. Non, Et c'était horrible. d'ailleurs, parenthèse, je suis pressé de le revoir combattre parce Pareil, que hyper intéressant. ça s'est joué à très peu. Sa défaite s'est jouée à vraiment Et très vrai peu. prospect aussi, là. Hein. Ah oui, oui, Rolmatov. Il a que totalement. 12 combats, Ouais, ouais, 25 ouais, piges, Ouzbek. Lui aussi, il va commencer à rouler sur la catégorie, je pense. oui, oui, je pense qu'il a encore pas mal de temps. Hein. Il a 25 ans, 26, Ouais. 25 ans, donc il a tout le temps pour continuer sa carrière. Ça reste un Mhm. revers, bien sûr, mais bon, de toute façon, Oui, ça fait partie aussi du jeu d'avoir de l'adversité très tôt dans sa carrière. exactement. Et ça va être une excellente opposition. Oui, Ça va ça être va être très, vraiment très. canon à regarder. Et du coup, combat pour le titre dès. Enfin, c'est même pas encore le co-main event, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça où on se rend compte que très rapidement. En fait, c'est vrai que c'est une carte. On peut être habitué. Il y a pas mal d'événements dans d'autres disciplines. Je pense au Muay Thai où, par exemple, on a souvent des cartes Oui, avec 15, 20 combats. ouais, ouais, ouais. Et même dans les gros événements, ça peut commencer à 16 h et finir à 1 h du matin. Oui, Mais là, là, on est vraiment dans une carte. Elle est compacte. Il y a 6 ouais, combats, mais c'est clair. c'est 6 instant classiques. En plus, ce qui me fait penser que le dernier combat de Ball, c'était il y a 3 mois. Enfin, il y a même pas 3 mois. Oui. Ouais. C'était en Et mars. Ford aussi. Ford, il a combattu en mars. Oui, c'est pareil. Ford, c'était en mars aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, les deux sont très actifs. C'est quand même bon signe pour si un des deux, enfin pour celui qui gagnera et qui gardera la ceinture, c'est qu'on va avoir des vraies défenses de ceinture. S'il y a un rematch, le rematch arrivera vite. Enfin, ils vont pas prendre en otage la division. C'est peut-être des gars, ils sont jeunes, donc c'est peut-être des gars qui vont aller chercher l'unification. C'est ce que j'allais te Bon, dire. Et comme il y a de la c'est place appréciable. il y a de la place en plus pour chercher Oui, il y a vraiment l'unification. de la place chez les Feather. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'adversité, mais c'est que ce sont des. Malheureusement, là chez les lourds, en plus, effectivement, depuis les vidéos qu'on fait, on vous dit presque à chaque vidéo que l'Arabie Saoudite a ramené une nouvelle dynamique dans l'organisation des combats et qu'on peut arriver à faire des dream fights, des combats dont on n'aurait jamais pu, ne serait-ce avoir en rêve. Et donc ça, on l'a vu surtout dans la catégorie des poids lourds, dans la catégorie, tu parlais des super moyens aussi. Mais dans les catégories plus petites, pour l'instant, l'Arabie Saoudite est un peu timide, fébrile par Ouais. rapport à ces catégories-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a une très belle scène japonaise dans laquelle on a des super oppositions au Ouais. Japon. Donc, en fait, on a plusieurs pôles qui se construisent un peu Mais il partout dans le commence à monde. s'intéresser au Japon, hein, Turquie, hein, puisqu'il veut Oui, faire oui. venir Naoya Inoue absolument. Alors pour le combat de Tank Davis, donc C'est ce bref, que j'allais dire, en fait. c'est n'importe Il quoi fait ça, mais plus, il fait plus ramener Naoya pour Tank que oui, l'inverse. oui, oui, Alors c'est que clair. la logique, en tant que fan de boxe, ce serait de se dire, nous, on veut voir Naoya dans des cartes, dans des super cartes. Ah bah Bien, c'est lui le sans patron. négliger, Enfin, bien sûr, les cartes qui sont au Tokyo Dome, qui sont absolument spectaculaires. Hein. ah, qui sont magnifiques. Mais parce que la boxe Ça- japonaise chez les poids légers, elle est magnifique. Bah, Donc du pour coup, moi, il a même pas. J'ai envie de te dire, c'est une parenthèse et on s'arrête là, mais il a même pas besoin de sortir du Japon en vrai. Mais c'est ah juste non pour non, que il a pas besoin de sortir du euh, Japon. c'est juste que pour que nous, on puisse, on va dire, apprécier aussi. Mais voilà, pour te dire que ça fait partie des petites catégories où il y a encore de la place, Ouais. où il y a encore pas mal de choses à faire et où on peut créer de belles choses. Et le fait d'avoir justement des combats de catégorie plume dans des événements comme cela, ça peut mettre la lumière sur Mm. les combattants qui sont dans les rankings et ça peut permettre d'avoir, pourquoi pas, des événements à venir justement où on aurait les cartes qui se joueraient, où on aurait un peu plus de mouvement dans ces petites catégories. Ah bah de toute façon, le seul moyen pour que les plumes soient redynamisées vraiment à fond, effectivement, ce serait potentiellement que Inoue monte et mette la lumière sur la KT, quoi. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, du coup, ensuite, co-main event. Enfin, co-main event. Ah, elle est compliquée ce soirée, par contre. Le main event du peuple. On va dire, ouais, puis on va dire co-main event, même si après ça, il y a 2 combats. Bon, C'est ça qui est étrange. voilà. Mais c'est 2 événements séparés, en fait. Ouais, parce que bon, l'Arabie Saoudite, ça fait plaisir, mais des fois, ils font un peu nimp quand même. Donc, Dubois versus Ergovic. Alors, je commence, avant qu'on attaque la partie analyse technique avec toi, Kabir. Je vais commencer par le commencement. Désolé, vous commencez à me connaître, hein, je suis le politologue de la boxe ici. Donc, on va être obligé de reparler politique. On vous a fait une vidéo la semaine dernière avec Chris. Où on parlait de l'IBF et de la ceinture IBF de Usyk. La ceinture, oui, la vidéo est par là. Par là, je sais pas. Si vous allez en haut, quoi, ou dans la description, ou vous faire une petite recherche comme tout le monde. Donc si on vous en a parlé, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est rapide. Mais ça explique grosso modo ce qui se passe en ce moment avec l'IBF chez les poids lourds.
Je vous la refais extrêmement courte. Usyk donc est le champion unifié, incontesté des poids lourds. Il a toutes les ceintures qui comptent. Il a la ceinture IBF notamment, qui est une des fédérations majeures. L'IBF voulait rendre vacante la ceinture d'Usyk, lui enlever sa ceinture, pour la simple et bonne raison que Usyk a refusé de la défendre en préférant le combat contre Tyson Fury pour réunifier les ceintures. Donc il a refusé de la défendre contre Filip Hrgović. L'IBF lui a dit « Ok, on te laisse avoir le combat contre Fury avec les 4 ceintures. Par contre, dès que le combat est fini, on t'enlève la ceinture pour la donner à Hrgović parce que c'est lui le vrai champion du coup de la catégorie, puisque toi tu veux pas la défendre. Et c'est lui ton mandatory. Entre-temps, Hrgović a été booké contre Dubois, donc l'IBF avait dit « Ah ben on la mettra en jeu entre Dubois et Hrgović, comme ça le vainqueur sera le champion IBF et aura donc un title shot pour potentiellement une unification contre le vainqueur de Fury Usyk. » Oui. Finalement, Usyk, donc qui a les 4 ceintures, a fait appel de la décision, a demandé une dérogation puisqu'un rematch contre Tyson Fury est prévu en octobre. Donc Alexander Usyk a dit Ok, par contre, moi, ça me plaît pas ce qui se passe. J'aimerais bien que le rematch soit aussi pour les 4 ceintures. Ça aurait quand même plus d'importance vu qu'on est les 2 meilleurs poids lourds de la planète. Bah, au moins, il n'y a pas d'histoire d'IBF, de WBA, WC, machin. Et alors là, choquant. L'IBF a accepté, donc j'imagine que les Saoudiens étaient pas loin dans la négo, parce que je vois pas. C'est la première fois que je vois une fédération alphabet accepter quelque chose comme ça d'un coup là, en 2-2. Et donc le combat Dubois versus Hrgović n'est finalement plus pour la ceinture IBF, la vraie ceinture IBF, mais elle sera pour la ceinture IBF intérimaire. Voilà, parce qu'en boxe, du coup, on défend les titres intérimaires. Pourquoi on défend les titres intérimaires ? Parce qu'à chaque fois qu'un boxeur défend une ceinture et qu'un autre boxeur combat pour la ceinture, il doit payer des frais à la fédération à qui appartient cette ceinture. Donc c'est pour ça que vous voyez des ceintures, notamment à la WBA ou la WBC, où vous voyez 70 ceintures différentes, la Diamond, la Regular, la machin, parce que ça fait plus d'argent pour les fédérations. Et donc Hrgović, qui est le champion actuellement, c'est le mandatory IBF, mais ils ont dit on va le mettre champion intérimaire, comme ça nous fait plus d'argent quand il défend sa ceinture, sauf qu'en vrai c'est juste, il a une position de mandatory, Hrgović, et donc ce combat entre Dubois et Hrgović est maintenant n'est pas pour la ceinture IBF, mais est un title eliminator et décidera du prochain vrai mandatory pour celui qui sera le champion IBF à la fin de l'année, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, ça redistribue les cartes. Et on avait effectivement, à la suite du combat entre Usyk et Fury, on se disait, c'est dommage parce que même si rematch il y aura, ça n'aura pas la même saveur parce qu'il n'y aura pas justement les ceintures en jeu. Donc là, ça permet enfin, c'est étrange, comme tu dis, que l'IBF se soit plié, mais comme tu l'as dit en début de vidéo, la loi de l'argent, c'est celle qui domine. Je pense que c'est qu'une question de deniers, et c'est pour ça aussi qu'on a eu ce revirement de la part de l'IBF. Après voilà, ça retire en rien la nature et l'opposition, qui est quand même une opposition agréable. Moi, je vais être honnête avec toi, Hrgović, c'est pas forcément le style de combattant non plus que j'apprécie, justement, là où on était habitué à avoir, et avec tout le respect que j'ai bien sûr pour Hrgović, je veux pas qu'il vienne me taper, surtout pas derrière la tête, mais derrière, en fait, le truc c'est que pour faire simple, Hrgović c'est un combattant poids lourd, un vrai poids lourd, 2 mètres, à l'ancienne un peu, enfin il y a un truc un peu des années 2000 quoi. Vous voyez Ivan Drago dans Rocky 4, c'est un peu... je suis d'accord. C'est de l'analyse technique. Non, mais blague à part, en fait, effectivement, Hrgović c'est un combattant qui mais peu de volume, mais qui cherche forcément le gros coup et qui est capable de terminer le combat assez tôt. La majorité de ses combats, ça finit par KO. La seule fois où il a la décision, en tout cas récemment, c'était contre Gilles Jean qui va combattre du coup ce soir. Donc ça reste une assez grosse performance, mais ces combats à voir, c'est pas moi en tout cas personnellement, c'est pas un combattant dont le style me plaît. Et il y a qu'à voir ses 2 dernières oppositions, parce que c'est vrai que ça fait un moment, lui il est habitué des cartes saoudiennes. Donc il avait combattu contre Gilles Jean en 2022 en Arabie Saoudite. C'était la sous-carte Joshua Usyk 2, je exactement, crois. Day of Reckoning aussi. Ouais. Donc et pareil, ces 2 derniers combats, il les a remportés sur KO. Mais moi je trouve ça assez litigieux. Makin et Demori, effectivement, c'était quand même un vrai. Déjà, il a pas eu face à lui, il a eu des adversaires qui, ma foi, quand tu regardes le palmarès, tu te dis que c'est des combattants qui sont très bons, mais après c'est des palmarès c'est des combattants qui n'ont pas forcément eu de l'adversité, qui n'ont pas concouru, en tout cas à très haute strate pour les titres mondiaux. Ouais. Et quand tu regardes les combats, c'est des combats
qui finissent toujours de manière un peu litigieuse avec un Hrgovic qui colle un peu son adversaire, fait de la boxe un peu sale, c'est le terme, dirty boxing, et qui envoie des gros coups à l'arrière de la tête, et les 2 fois ça s'est terminé comme ça. Je pense au combat donc contre Marc Demori qui du coup il prend des coups à l'arrière de la tête, 3-4, il se tient la tête, et t'as l'arbitre qui lui dit non mais continue le combat. Bref, et du coup après derrière forcément Hrgovic il continue et il envoie des coups de marteau. Il y a pas de garde. C'était MMA, c'était vraiment du MMA. Il envoie des coups de marteau, c'était exactement ça. Des coups de poing marteau. En termes de style, c'est pas un esthète. Là, pardon, je fais le focus sur Hrgovic. Dubois, c'est quand même différent. Dubois, c'est un combattant qui est quand même plus solide, même si il a beaucoup de son game plan. C'est aussi sur l'agression et des frappes en puissance. Il s'assoit beaucoup sur ses coups. On l'a vu dans son combat contre Usyk. Il a réussi d'ailleurs à le faire chanceler. Et justement, c'était l'avant-dernier, avant le combat contre Fury, c'était contre Dubois qu'il avait croisé les gants. Et on a vu qu'il avait quand même fait une assez belle prestation. Mais voilà, c'est un gros il s'est fait dominer techniquement parce que Usyk est trop fort techniquement. C'est ça. Dubois, c'est un poids lourd. Lourd. Enfin, il est plus technique peut-être que Hrgovic, mais c'est quand même, c'est pas non plus, le très haut niveau d'un point de vue purement technique. C'est pas trop l'idée non plus, effectivement. Le combat contre Jarrell Miller, pour le coup, est plus convaincant par contre pour Dubois que le combat contre Marc Demori de Hrgovic, qui, moi, je suis d'accord, il gagne par KO au premier round, mais c'est un combat qui est irregardable. Et même le combat d'avant, contre McKean, qui était. C'est ce que je te dis, il a fini au 12e, et pareil, 12e, il a fini de la même manière. En fait, à la fin du combat, les deux, ils étaient fatigués, ils s'accrochent, et lui, il envoie des coups derrière la tête. Et l'arbitre ne dit rien. McKean, qu'il est tenu jusqu'au 12e contre un mec comme Hrgovic. Oui. C'est pas, normalement, ils sont pas censés être au même niveau. Normalement, Hrgovic est censé assassiner McKean. McKean était invaincu à l'époque, mais vous méprenez pas ce que disait Kabir. C'est pas, ils ont pas le même parcours de vie. Pas les mêmes oppositions. Et pareil, Dubois qui a quand même lui croisé les gants avec de très gros prospects, qui est monté pas mal. Avant Usyk, il avait aussi combattu contre Joe Joyce. Il avait également perdu par KO à la 10e. Il a affronté d'autres combattants vraiment plutôt pas mal. Et comme tu le dis, la performance contre Jarrell Miller, elle était aussi très bien. Donc, après, Dubois, on a un doute sur Dubois quand même. C'est son mental. On va pas se mentir parce qu'on l'a vu 2 fois abandonner, c'est-à-dire poser le genou à terre. Alors une fois contre Joe Joyce, mais il avait le plancher orbital pété. Bon, on lui en veut pas, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir des boxeurs se mettre à genoux pour arrêter. Et contre Usyk, on le voit aller prendre un jab en fait et aller au sol avec un jab. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors c'est un jab appuyé, c'est un jab lourd. Attention, c'est pas juste un jab. Il y a le poids du corps et c'est presque un gazelle jab. C'est joli, mais par contre, il s'agenouille et il se relève à 10. Et en fait, il y a vraiment, c'est une critique qui revient beaucoup sur Daniel Dubois. C'est la critique qui revient le plus sur Daniel Dubois parce que les gens critiquent pas forcément son style. Tout le monde sait qu'il a le knockout power, qu'il a une droite énorme. Même s'il est pas parfait techniquement, tout le monde sait qu'il est quand même, il a des bases vraiment solides. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce truc qui revient souvent où il abandonne. Il abandonnerait. On aime bien dire ça. La presse, ses adversaires aiment bien parler de cet aspect-là de son mental. Après, il est jeune, il a combattu jeune pour des titres, il a combattu jeune contre des gros prospects, c'est ce que t'expliquais. Notamment Joe Joyce, effectivement, le combat contre Joe Joyce où il abandonne, c'est pas n'importe qui non plus. Et moi, j'avais été marqué par le combat contre Lerena, contre Kevin Lerena aussi, qui était sur la sous-carte de Usyk Joshua 1, il me semble. Je crois que c'est ça. Je vois Fury, je regarde en parallèle, c'était Fury Shizora. C'était Fury Shizora, bien joué. Ah ouais, c'était dans le même stade, c'était au Tottenham Hotspur. Ouais, ok. Et du coup, qui est qui est une prestation très étrange. Vous regarderez ce combat. Dubois, il tombe 3 fois dans le premier round. Mais on sait pas. C'est bizarre parce qu'il est pas vraiment touché. On sait pas s'il s'est pété une cheville. Tout le combat est très étrange. Et c'est vrai que Dubois, pour l'instant, la prestation contre Miller était très correcte, mais Dubois, pour l'instant, je pense qu'il est surtout très, 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 très bien promu et très bien poussé par Frank Warren, qui a réussi à en faire une vraie tête d'affiche de la boxe en Angleterre. Même si à chaque fois qu'il est arrivé contre quelqu'un de solide, contre un vrai nom, il a perdu. Il a pas su, mais après, encore une fois, il a eu de l'adversité. Encore une fois, il a que 26 ans. Il est assez jeune, donc je pense qu'il a quand même un beau chemin à parcourir et que, honnêtement, dans les années qui peuvent venir, il y a des ajustements qui fait au fil de l'eau. Mais il a toutes ses chances.
pouvoir aussi frôler le titre, même si, comme on se le disait, hein, par contre, on parlait dans les précédents combats, on disait qu'il y avait de la place. Là, Ah, il y en a c'est pas parce pas. qu'ils sont lourds, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment que des Non, là, des c'est gros compliqué. bébés. C'est compliqué de faire son trou. Ouais. Parce qu'en fait, on le disait même, on fait quoi à notre ancienne vidéo sur les combats de la semaine dernière. On disait qu'en fait, même si les combattants qui ont de l'expérience chez les poids lourds partent à la retraite, il y a tout un vivier de jeunes combattants qui sont tout aussi dangereux. Ouais. Je pensais à moi en Kabayel que j'ai Oui, en tête, pareil. à qui je pense tout de suite. Kabayel qui est vraiment un sérieux, très 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 Parker. sérieux prospect. Parker Ouais, Parker aussi, oui, Parker qui est aussi. officiellement le numéro 4 de la catégorie aujourd'hui, je pense. Oui, Hein. oui, qui est un peu moins jeune. Je parlais vraiment des jeunes Ouais, ouais. talents, mais c'est Mais il pas a que lui, 30 lui ans, non plus. Parker, Hein. hein. Tu vois, c'est Oui, pareil. oui, Hein. il est pas loin de enfin, il est loin de la Quand les retraite, autres pardon. partiront à la retraite, Parker sera encore là, en fait. Pour moi, Oui, c'est c'est ça. lui le mec qui reprendra le flambeau. Oh, Oui, je viens de capter, on a oublié de se mouiller sur Ball versus Ford. euh, Ah, il est difficile, celui-là. Ford parce que il m'inspire, mais je pense que c'est Ball qui va gagner. Mais Ouais, je moi, dirais, Ball, décision unanime. ouais, moi, bah, je dis Ford. Serré, c'est serré, un 7-5, un Serré dans truc tous comme les ça. cas. Mais Ford serré. un 115-113, tu vois, un 114-113, enfin quelque chose de très serré. Mais je dirais quand même Nick Ball. Ouais. Donc on se mouille maintenant pour Dubois versus Ergovic. Pareil, c'est difficile. Dubois. Ouais. Dubois pour moi. Bah après, en fait, le truc c'est qu'Argovic pourra le casser littéralement avec son style un peu très 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 Ergovic par très KO, sale. moi. Allez. Ah ouais. Ouais. Dubois, ouais, Dubois par KO, moi je pense. Ok. Bon, bah Mais déjà, c'est pas mal. fin de combat. On a les deux Pas extrêmes là, c'est parfait. Ouais. Oui, pareil, fin de combat, un petit 9-10 quoi. Ouais. On arrive au combat principal. Ça va nous permettre en plus de faire une transition avec Gilles Zhang contre Deontay Wilder. Normalement, vous connaissez au moins Wilder, même si vous regardez pas trop la boxe. Au moins grâce à ses highlights de KO et sa trilogie qui est déjà légendaire contre Tyson Fury. Et Zhang, peut-être que vous le connaissez un peu moins, mais Zhang justement, c'est l'homme qui a un peu défait les prospects, enfin qui a défait les gars prometteurs, c'est-à-dire il a combattu contre Ergovic, dont on vient de parler. Pour beaucoup de gens, Zhang avait gagné le combat, notamment grâce à un down contre Ergovic. Ergovic avait gagné à la décision. On avait tous été très surpris, mais pour beaucoup de gens, vraiment, il avait gagné le combat. Ensuite, on a eu le droit à Zhang contre Joyce, où tout le monde voyait Joyce rouler sur Zhang. Zhang a détruit Joyce, lui a infligé. Alors le premier s'est arrêté sur arrêt parce que Joyce avait l'œil complètement cassé, que son cutman a fait un peu n'importe quoi, on va pas se mentir, avec la glace, mais il avait tout détruit, il voyait plus rien. Au 5e round, il voyait déjà plus rien. Et il y a eu le rematch, et dans le rematch, il y a eu aucun débat puisque ça a été un KO phénoménal de la part de Zhang qui a électrocuté Joyce, qui était considéré comme le mec avec le menton le plus solide de Ouais. tous les temps. Enfin, on se demandait tous si, il y avait quand même des questions à la con qu'on adorait se poser. Est-ce que si Wilder connecte à pleine puissance contre Joyce, est-ce que c'est la main de Wilder qui se casse ou le menton de Joyce, tu vois? Il y avait une aura autour du menton de Joyce et Zhang a détruit ça. Et donc Zhang a rejoint, je pense, et je pense qu'on a été nombreux à se le dire, a rejoint le cercle très fermé des deux plus gros punchers de la catégorie actuellement et des deux plus gros punchers, des mecs qui vont se classer très haut dans l'histoire des punchers de la catégorie, avec donc Deontay Wilder. Donc là, on a affaire à un combat. C'est un tremblement de terre. Là, c'est Goku contre Ouais. Vegeta. Si ça se touche, il y a tout qui explose derrière. Je vous raconte pas. Ça va être qui tout double parce que ça va être soit ultra explosif et quoi qu'il arrive on se tiendra au bord de notre siège parce qu'on attendra le gros coup, mais soit ça va être un combat de fou, soit ça va être un combat catastrophique. Voilà, je vous le Ouais, dis. c'est ça, ça va être une grosse opposition là, clairement. Et là, Deontay Wilder, bah, il est connu pour son maxi punch Oui, et donc son point de la mort. Après, je pense que, on va dire, la lame s'est un peu émoussée avec le temps. Il a des oui, performances de moins en moins convaincantes, en tout cas, parce que maintenant, il a aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est plus le même depuis sa trilogie contre Fury. ouais, c'est sûr. Et donc forcément, ça fait que les oppositions sont, en tout cas pour ma part, moins intéressantes. Et donc voilà, donc le voir contre Gilles Zhang, sachant que Gilles Zhang, moi personnellement, c'est un combattant que je trouve qui a, on va dire, été mis en avant un peu trop tard.
Mm. Et il a un très très beau parcours, en tout cas dans la boxe anglaise. Et très rapidement, il a su remonter, il a su être dans des cartes en Arabie Saoudite et pouvoir ensuite se faire connaître du monde entier avec un style vraiment exceptionnel et un knockout power pas possible. Ah ouais. Donc, ce qui est intéressant, Et c'est beaucoup que de ça va être. techniques, c'est pas juste une brute, quoi. Et ça, c'est Ouais, magnifique à voir. Il est beau à regarder boxer. Moi, j'adore. Hein. oui, c'est ça. Et c'est une boxe académique. Hein. C'est une Ouais, boxe ouais. académique. C'est une boxe qu'on aime regarder, dans laquelle on voit qu'il fait attention à pas mal de détails. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2021, je suivais un peu. Et petit à petit, j'ai commencé à suivre ces derniers combats. Et en fait, tu vois que ça a vraiment lu à l'inverse. Si je prends la métaphore de la lame encore, ça s'affine, tu vois. Oui, Ça oui, oui. s'affine vraiment. Et c'est vraiment un combattant qui se bonifie comme un bon vin malgré Oui. l'âge Ah et oui, qui oui, est, oui. qui est vraiment agréable à regarder. Donc là, même si il a eu sa défaite contre Parker il y a quelques mois, je pense que ça va être un combat qui va le permettre de le remettre. Et je me mets clairement, moi, je suis clairement du côté de Zhang. En tout cas, en termes de fans, après sur le pronostic, c'est toujours compliqué avec Wilder parce que Wilder, il a un don du ciel dans les Il est bras. quasiment impronosticable, ce combat. Ah, tu peux pas Franchement. pronostiquer un combat comme ça parce que c'est vraiment pas évident. Mais Non. Déjà, pronostiquer un combat de Wilder, c'est difficile, effectivement, comme tu dis, parce que sa droite nucléaire, là, qui est un n'importe qui. Je vous invite à regarder le combat contre Luis Ortiz, où Wilder est dans une difficulté monstre jusqu'au 11e ou 12e round. et il envoie un coup. Il le touche une fois, c'est fini. C'est un truc. Même le KO sur Robert Helenius, qui est qui est son KO le plus récent d'ailleurs, où il le met, il l'effleure, il le met en reculant et tout, et il électrocute le gars. Enfin, il y a vraiment un truc différent chez Wilder. Son palmarès est très gonflé parce qu'il n'a pas affronté énormément d'adversité avant. Enfin, il n'y a pas que des grands noms hein, sur sa liste. Si on enlève Luis Ortiz, Tyson Fury, il a commencé à affronter des boxeurs vraiment solides en fait maintenant. C'est-à-dire le dernier en date c'est Parker et Parker honnêtement c'est top 2 des combattants qu'il a affronté avec Tyson Fury. Ah, Et aussi du parce coup, qu'il est arrivé à un moment où la catégorie des lourds était ouais, et puis il évitait aussi, tu vois, il a évité Klitschko, il a évité Joshua, enfin ils ont construit son truc, c'était PBC je crois son promoteur, ils ont construit son truc dans leur coin, ce qu'ils savent très bien faire, surtout les Américains le font ça. Il était explosif, donc les fans s'en plaignaient presque pas en fait, parce que tu regardais un combat de Wilder, tu savais que t'allais voir un KO magnifique, donc en fait tu te prenais pas la tête sur oui mais est-ce qu'il affronte quelqu'un d'important, est-ce que la ceinture WBC elle est bien défendue avec lui, mais c'est vrai que Wilder, on l'aime autant qu'on le déteste, on va dire ça comme ça. Il a pas il a une carrière particulière, mais au moins il aura été. Enfin, on peut pas prévoir ses combats et il y a toujours ce petit truc quand tu regardes Wilder. Le combat Wilder contre Parker, Parker lui roule dessus honnêtement pendant 10 rounds. Sauf qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais pendant 12 jusqu'au rounds bout, on d'ailleurs. se dit, et alors, et Oui, peut-être, et tu dis, sauf qu'il y a aucun moment tant que la cloche a pas sonné où tu te dis, c'est c'est fini. en Ouais. fait c'est fini. Et donc il y a ce truc là avec Wilder, le combat Wilder contre Fury 3 est légendaire pour ça justement, où tu penses que Wilder est fini parce qu'il tombe dès le troisième, et ben dans le quatrième il met Fury par terre quoi. Donc Wilder on sait, il nous a prouvé. Maintenant effectivement il a 38 ans donc il commence à vieillir. Après le punch c'est la dernière chose qui part chez un boxeur, et Wilder À sa part, hein. technique et sa vitesse. Bon, il n'a jamais eu trop de technique. Il a un truc qui fait très bien, c'est faire de la place pour sa droite en Ouais, manipulant la garde. c'est ça, son setup bras arrière, c'est Voilà. quelque chose par contre, qu'il a travaillé Ça, depuis c'est le début. parfait, mais effectivement, c'est sa seule arme. Et exploiter son allonge pour pouvoir envoyer son bras Mm. arrière lorsque l'adversaire est acculé dans les cordes ou contre le coin. Ça, par contre, on peut pas lui retirer, c'est vraiment son arme. Non. Après, le truc, c'est est-ce qu'il a d'autres atouts? Est-ce qu'il a forcé? Est-ce qu'il a En tout cas, tu regardes le jeu de jambes. Je pense pas qu'il est pas meilleur que Gilles Zhang. Tu Ah oui, regardes non, le non. travail au corps, il est pas meilleur. Il a pas une meilleure garde, Cardio, il est il pas sait pas meilleur. combiner. Défensivement, il est pas Wilder. meilleur. Travail en ligne, travail en combinaison, il est pas forcément meilleur. Non, non, Le truc, c'est que c'est aussi la beauté de ce sport, c'est que chez les poids lourds, il y a pas, c'est pas forcément le meilleur qui gagne, c'est les meilleurs à non. l'instant T. C'est celui qui est capable Je d'envoyer suis, le coup qu'il ouais, faut. je suis d'accord Et avec donc, toi. c'est aussi pour ça, je pense que ça va être une opposition qui va donner du show. Je pense pas qu'on sera déçu, mais Moi, c'est sûr que c'est je vais dur quand de même dire souligner. Jang. Je vais quand même dire Jang Pareil, en pareil. mouillant, et Jang par KO. Voilà. Ouais, Donc, et Zhang par KO est beaucoup ouais. plus tôt qu'on le pense. Ouais, Peut-être Jang par pas KO, dans les troisième premiers ou rounds. quatrième, puisque de toute façon, Jang ne doit pas laisser le combat durer, puisque Jang sait qu'il a pas de cardio, alors que C'est Wilder ça. a prouvé qu'il avait du cardio, C'est ça. et qu'il avait surtout un cœur de lion, et que même quand il était épuisé, il continuait à envoyer, alors que c'est vrai qu'on sait que Jang, dans les dernières rounds, c'est toujours très complexe pour lui, parce qu'il faut bouger sa masse qui est impressionnante. Par contre, c'est vraiment un combat entre deux géants.
je pense que Zhang est beau, comme tu dis, je pense qu'il est meilleur sur tous les aspects, Zhang, à part sur cette droite en ligne qui n'a aucun sens qu'à Wilder. Sinon, je pense qu'il est meilleur sur tout. Je pense que Wilder est vraiment pas à l'aise contre les gauchers, a pas la Ouais, ce que technique qu'il j'allais te faut. dire, j'allais rebondir sur Ouais, ça. il a pas Même la dans les technique. combats contre Fury, quand Fury passait gaucher, c'était C'était compliqué pour l'enfer pour Wilder, hein. Wilder. Il a pas la Compliqué, hein. technique, il a pas le ring IQ, il a pas le mouvement de jambe. Enfin, du coup, je pense, moi, c'est un combat qui enfin, c'est ce que on disait, c'est toujours très difficile de pronostiquer Wilder parce qu'il suffit qu'il touche Ouais. une fois avec sa droite et ciao Bambino. Mais si on prend Parker comme référence, il faut pas faire ça. Ouais. Mais on va quand même le faire. Si on prend Parker comme référence, puisque c'est l'adversaire commun des deux et c'est le dernier adversaire des deux, donc on va quand même le faire, on va se permettre. Parker avait à peu près la même strat contre les deux. Le game plan était à peu près le même. Andy Lee avait mis au point un game plan parfait pour contrer les énormes cogneurs que sont Wilder et Gilles Zhang. Et en fait, Zhang est resté peu actif contre Parker parce que justement il voulait s'économiser pour aller jusqu'au bout du combat sans être fatigué, sauf que du coup il a été peut-être trop passif et il a quand même envoyé Parker au tapis 2 fois, alors que Ouais. Wilder a même pas touché Parker en fait. Donc je pense que Zhang, moi je te dis Zhang par KO au 4e genre, truc comme ça. Ouais, pareil, moi j'aurais dit première moitié de combat. Ouais, j'aurais dit, ouais, peut-être pas quatrième, limite un peu plus tard, mais première, ça, pour moi, j'ai tendance à me dire que dans tous les cas, ça dépassera pas la première moitié de combat. Ouais. Peu importe qui gagne, mais je pense que ce sera Zhang Ouais. avant le 6e, avant la Ouais, fin ouais. du 6e. Ouais, je pense qu'on va s'accorder là-dessus. Point important, c'est un combat pour la ceinture intérimaire WBO. Donc, je viens de vous expliquer l'intérimaire IBF avec Dubois Ergovic. Là, c'est pour la ceinture intérimaire WBO. Donc, en gros, le spot de mandatory numéro 1, qui est actuellement détenu par Zhang, qu'il a gagné en battant Joyce, qu'il avait lui-même gagné en battant Dubois. Enfin, vous commencez à voir l'image se dessiner chez les poids lourds. Donc, celui qui gagne cette ceinture deviendra le mandatory de Usyk pour l'instant, sauf que la prochaine ceinture à être défendue c'est pas la WBO, donc c'est l'IBF, donc c'est la ceinture IBF qui est la plus intéressante en ce moment, notamment pour Eddie Hearn, et c'est pour ça que d'ailleurs Eddie Hearn a pété un plomb que la ceinture soit pas mise en jeu entre Dubois et Ergovic, parce que il représente Ergovic et il voulait absolument que la ceinture soit mise en jeu, Oui. parce qu'il voulait que Ergovic contre Joshua se fasse en septembre à Wembley pour la ceinture IBF et du coup pour le mandatory du vainqueur du rematch entre Fury et Usyk. Vous avez commencé à comprendre, je pense, un peu le bordel à force qu'on le répète. Du coup, Wilder qui bosse avec Hearn, ça a son importance aussi, parce qu'évidemment, avec Warren, pardon, Wilder qui bosse avec non, avec Hearn. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Avec Hearn. Wilder qui bosse avec Hearn, ça a son importance parce qu'ils se détestent historiquement tous les deux. Ils ont eu des mots très durs l'un envers l'autre historiquement aussi. Toute la rivalité Joshua-Wilder a été beaucoup rapportée dans les médias. Je pense que quand Wilder a enlevé son masque, parce que si vous avez pas vu la conférence de presse où il reveal les combattants, regardez là, les 10 combattants sont séparés par équipe et enlèvent leur masque au fur et à mesure que c'est annoncé. Et quand on a vu Wilder du côté de Eddie Hearn, c'est vrai qu'on est tous un peu tombés des nues. On avait eu les rumeurs, mais on n'y croyait pas. Et les voir ensemble se serrer la main, se sourire et collaborer, c'est vrai que c'est, encore une fois, l'argent saoudien fait des L'argent, miracles. c'est ce que j'allais dire, le pouvoir de l'argent. Et là, pour le coup, c'est pour le bien. Ensuite, alors, ce qui devait être le main event de toute cette soirée et qui n'avait rien à voir avec le 5 versus 5, c'est pour ça qu'on vous dit l'Arabie Saoudite des fois c'est compliqué. Il y avait un combat, c'était Dimitri Bivol contre Arthur Beterbiev, combat d'unification des 4 ceintures majeures chez les lourds légers, enfin chez les mi-lourds pardon. Qui est le combat à faire honnêtement aujourd'hui dans la boxe. Maintenant qu'on a eu Fury Usyk, c'est le combat à faire, c'est le 50-50, c'est les deux boxeurs pound for pound qui sont dans la même catégorie. On veut voir ce que ça donne, c'est le Errol Spence contre Terence Bud Crawford des catégories lourdes. On voulait c'était annoncé, ça a été signé, pareil, on n'y croyait plus parce que notamment la WBC avait fait un veto sur les champions russes. Parce que Beterbiev est russe, mais il est naturalisé canadien. Donc la WBC, ça lui posait pas de problème d'avoir un champion canadien, même d'origine russe, sauf que Dimitri Bivol est russe, et la WBC, Mauricio Silman avait dit, je ne laisserai pas Dimitri Bivol combattre pour la ceinture WBC, je ne sanctionnerai pas ce combat, parce que on met un embargo sur la Russie par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Donc on croyait que ce combat n'aurait jamais lieu. Finalement, l'argent saoudien, encore une fois, règle tous les problèmes.
surtout que les fédérations, enfin vous avez commencé à le comprendre, c'est vraiment des entités avides plus qu'autre chose. Et donc on avait Bivol contre Beterbiev, qui était une annonce magnifique pour les fans de boxe. Malheureusement, Beterbiev s'est blessé, ce qui commence Ouais. à être de plus en plus régulier, parce que Beterbiev est vieux aussi, on va pas se mentir, hein, il approche des 40 ans, il commence à se blesser de plus en plus, c'est quelqu'un qui a des entraînements extrêmement rudes, extrêmement difficiles. Allez voir sur YouTube si vous avez l'occasion, une session d'entraînement de Beterbiev, c'est n'importe quoi. Et du coup, il se blesse souvent, donc un peu en catastrophe. Le main event entre Bivol et Beterbiev a été remplacé. Bivol combat quand même parce qu'il veut rester actif et il veut pas que son camp ait servi à rien. Et il combat contre Zinad. Malik Zinad. Alors, Comment dire? C'est on pas est le alors combat, c'est pas Beterbiev en fait, tout simplement. C'est on pas pouvait voilà, Beterbiev. on était obligatoirement déçus parce que n'importe qui d'autre que Beterbiev ça aurait été décevant. Même un rematch avec Canelo ça aurait été décevant si vous voulez. Donc on est déçus. Maintenant, Malik Zinad, c'est 22-0, donc c'est marrant parce qu'il a exactement le même palmarès que Dimitri Bivol, Ouais, avec en mais plus il a la même plus de adversité. KO. Mais en face, il a pas affronté les mêmes gars, c'est pas le même talent dans le ring. C'est ouais, c'est dommage. C'est dommage en fait. C'est juste, on va Ouais, dire, avec tout le respect pour Zinad, c'est dommage. c'est dommage parce que c'est un combattant classé, un combattant Oui. qui, lui, il a tout à gagner. Hein. Il a vraiment absolument tout à gagner. Mais en tout cas, sur le papier, il y a des galaxies d'écart entre les Ouais. deux combattants. Mais quand je dis des galaxies, c'est l'univers 6 contre l'univers 7. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un combat d'activité pour Bivol, en espérant, parce que le combat contre Beterbiev est censé être reprogrammé d'ici la fin de l'année, en espérant que ce soit juste un combat d'activité avant le vrai combat qu'on attend, tous sans exception, entre le technicien parfait et le monstre du chaos. C'est un combat qu'on attend avec une impatience. Vraiment, là, c'est le vrai 50-50 ultime. Mm. Un peu comme Fury Usyk, encore une fois. Pour moi, c'est l'équivalent Fury Usyk dans une catégorie plus Oui, légère. en termes d'enjeu, ça Voilà. va être fou. Hein. Le Beterbiev contre Bivol, si ça se fait, et bien sûr, hein, là, c'est aussi ça. Hein, encore une fois, on rappelle la boxe, on sait jamais vraiment. Donc, Oui. surtout, on va jamais dénigrer aucun combattant. Non, non, Zinat, non. ça reste quand même un sérieux prospect, Ah combattant oui, oui, il est classé. classé partout. Non, non, respect. Il est Hein. classé partout. Mais Il est c'est juste deuxième que, à encore une l'IBF, fois, quand même. Dimitri Bivol, c'est vraiment En fait, c'est ça. C'est pas un manque de respect à Malik Zinad. C'est juste que Dimitri Bivol, c'est trop fort. Et que le seul mec qui pourrait emmerder Dimitri Bivol, c'est Arthur Beterbiev. Si ça se fait maintenant, hein, parce que Voilà. plus le En temps plus, passe, plus ça va être compliqué pour Beterbiev en aussi, plus, parce qu'il y a la rouille du combat qui fait que ouais, puis Bivol, Bivol, il a 33 ans, il est dans son prime. il est au top là. Il est de plus en plus convaincant à chaque combat. Son combat contre Lyndon Arthur, c'est pareil. On nous avait vendu Arthur, on savait que Beterbiev était favori, mais on nous avait dit que Lyndon Arthur allait un peu déranger, enfin avait ce qu'il fallait pour Bivol, pardon, avait ce qu'il fallait pour déranger Bivol. Non, Ça a été il y a eu une no match. masterclass. De A à Z, il a gagné par décision unanime et ça donnait cette impression qu'il gagnait par décision unanime, presque qu'il se retenait de mettre le KO parce qu'il Ouais, voulait. c'était par complaisance en fait. T'as Ouais, l'impression qu'il faisait son fight et bah les cartes c'est 120 à 107. pour les Toutes les trois cartes. juges, ouais. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais c'est la définition d'une raclée. Enfin, je veux dire, ça a été une raclée. Et Lyndon Arthur est loin d'être un mauvais combattant. Hein. Ouais. D'ailleurs, pour moi, Lyndon Arthur est peut-être un meilleur combattant que Zinad, mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense que ça va être un combat. Enfin, là, pour le coup, on va se mouiller. Là, c'est une grande expression pour dire ça, mais. Ah, là, tu trempes l'orteil là. Ouais, Bivol va gagner évidemment. Maintenant, ça reste à savoir comment il va gagner, comment il va décider de gagner. Encore une fois, avec Ouais, tout le respect ce que pour j'allais Zinad, hein, dire, mais je pense qu'il va mener la danse pendant l'entièreté du combat. Puis c'est un combattant qui est pas forcément, qui a pas, enfin c'est pas qu'il a pas, je dirais jamais qu'il a pas de knockout power. non, mais il cherche pas le Entendons-nous KO, bien, du moins. mais c'est pas un combattant, c'est pas Christian Billy. Non, Comme, non, c'est clair. dès les premières secondes, s'il peut mettre quelqu'un KO, il le ferait. Non, c'est un combattant qui mène la danse en fait. Ouais. C'est un chef d'orchestre qui va mener la danse et malgré toi, tu vas suivre son rythme, tu vas prendre ses coups, tu vas te faire toucher sans réussir à le toucher. C'est un enfer. Et donc, ça va être style pour lui très soviétique. Enfin, c'est Ouais, c'est vraiment boxeur très Ouais, gros soviétique. palmarès amateur, hein, Dmitri Bivol aussi. Ah oui, oui, bah oui. Mais comme toute cette ère-là soviétique, c'est un mec qui a des bases en fait d'une solidité sans nom, qui maîtrise tout sur le bout des doigts et qui est en récital quand il combat en fait. C'est pas plus Oui, compliqué c'est que ça. ça. C'est vraiment le chef d'orchestre et Ce qu'il a fait à Canelo, c'était. il a annulé son. C'était un délire. Hein.
parce que bon, il y a la différence de taille, de poids, de tout ce que vous voulez, hein, mais ce qu'il a fait à Canelo, c'était effrayant. Et ce qu'il a fait à Lyndon Arthur aussi, et ce qu'il a fait à Ramirez, pareil, on nous avait dit que Ramirez, ça allait être un combattant difficile, que dalle. Enfin, toute sa carrière, en fait, et même à Greg Richards, hein, qui est un excellent combattant, il a battu, alors c'était encore une fois, c'était un combat serré, mais il l'a battu. Enfin, vraiment, Bivol, aujourd'hui, enfin, il est dans le classement pound for pound, de toute façon, comme Beterbiev. Donc, on attend ce combat. On veut Bivol contre Beterbiev. On espère que ça arrivera d'ici la fin de l'année. Encore une fois, bravo à Zinad et aucun manque de respect à lui. Bravo de monter sur la grande le scène. Challenge, ouais. Et aussitôt, parce qu'il avait combattu il y a 2 mois, quoi. C'est ça, et il l'a pris en short notice, donc ça veut dire le cutting va être violent pour lui, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Enfin, ça va être un combat, je pense, facile pour Dimitri Bivol, malheureusement, et c'est pas le combat qu'on aurait aimé voir. Et du coup, Bivol Beterbiev était vraiment le vrai main event, et là c'est vrai que on sait pas trop comment ils vont réarranger la carte encore, parce que là aujourd'hui il est clair et net que Wilder contre Zhang est un plus gros combat que Bivol contre Zinad. Donc on sait pas trop comment ils vont réarranger la carte exactement, parce que c'est 2 événements complètement séparés et c'est pas les mêmes promoteurs en fait. Donc Ouais, c'est juste la même carte, mais c'est pas les mêmes promoteurs. Enfin, c'est la même soirée, mais c'est pas la même carte. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc on a des chances que Bivol contre Zinad soit après Wilder contre Zhang quand même. Ouais, j'avais un doute aussi là même Ouais. en te posant la question, mais effectivement, ouais, c'est assez spécial quand même. Ouais, bah en fait c'est 2 événements distincts, c'est-à-dire Beterbiev contre Bivol, c'était vraiment un événement à part entière, et en dessous de ça, le 5 versus 5 Queensberry Matchroom, c'était vraiment une carte, et en fait ça fait qu'à la fin c'était quand même le main event parce que c'était le dernier combat de la soirée, mais c'était vraiment un combat à part, c'était une promotion à part, ça avait rien à voir, ce qui est rarissime dans la boxe. Je sais même pas si ça s'est déjà fait, et du coup malheureusement c'est resté comme ça. Donc on verra comment ils vont réarranger un peu la carte. Normalement ça devrait être le main event du coup. Mais c'est vrai que vu la carte qu'il y a derrière, c'est un combat qui est difficile à mettre en main event après une carte comme ça, quoi. Ouais, c'est On ça. va pas se mentir. En tout cas, dans tous les cas, de bout en bout, on aura des super oppositions. Et encore une fois, on vous encourage vivement à regarder la carte de bout en bout. Et puis, on attend vos retours et vos pronos aussi dans les commentaires. Ce serait intéressant d'avoir, parce qu'encore une fois, c'est une carte qui est assez engagée, mis à part 2-3 combats où on sait pas, enfin, il faut pas trop se mouiller par rapport au. Mais en fait, globalement, sur les autres combats, c'est vrai que c'est. Non, c'est une très belle carte. Mm. Évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, mais le pay-per-view d'Azone est dispo dans la description, puisque ce sera un pay-per-view. J'aurais dû le dire en début de vidéo, j'ai oublié, my bad. Ce sera un pay-per-view, vous pouvez le prendre avec le lien affilié, ça aide la chaîne. La chaîne peut investir dans plus de contenu, dans plus de monde et plus de trucs fun en fait. Ça nous permet de consacrer plus de temps à tout le contenu qu'on produit, que ce soit niveau MMA ou boxe anglaise. Si vous n'êtes pas abonné d'Azone et que vous prenez le pay-per-view, vous avez 1 mois d'inclus dans l'offre. Donc en plus, vous profiterez du mois de juin. Il y a des combats de fous furieux qui arrivent. Il y a notamment Estrada contre Bam. Rodriguez, donc ça va être un combat de malade à la fin du mois. Ça va être un très bon mois de juin pour la boxe sur DAZN, donc n'hésitez pas à prendre le pay-per-view. Et n'hésitez pas, comme disait Kabir, à nous partager vos pronos, vos avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le aussi, hein, tant que tout est fait dans le respect, nous on est d'accord, enfin on adore le débat. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à mettre le pouce bleu, à vous abonner, tout ça. La vidéo explicative sur la boxe arrive très vite, d'ici 2 semaines maximum. On vous prépare quelques surprises aussi, et on se voit du coup dimanche pour débriefer cette carte de fou malade. J'espère qu'on aura des étoiles plein les yeux, vous comme nous. Et puis on vous dit à dimanche. Ciao Kabir, ciao tout le monde. Ciao Dylan, ciao. Ciao.